Bonjour à tous, moi c'est Nico Weil, votre serviteur et présentateur sur cette chaîne, et avec l'aide de mon compère Raymond, G'day! nous vous souhaitons bienvenue dans la première vidéo sur ma chaîne, qui se trouve être justement le premier épisode de ma série sur les environnements préhistoriques, que j'ai décidé de nommer Paléolandscape. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une formation géologique du Mésozoïque. On y va! Et oui, aujourd'hui nous parlerons donc de la formation de Morrison. S'étendant sur pas moins de 1,5 million de kilomètres d'Amérique, à travers une partie du Canada et 13 États des États-Unis, le Wyoming, le Montana, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Nebraska, l'Utah, l'Idaho, le Dakota du Nord et du Sud, le Kansas, le Colorado, l'Arizona et l'Oklahoma, bien que la majorité se trouve dans les États du Wyoming et du Colorado. Elle a été datée de 156,3 millions d'années en moyenne et est reconnue dans le milieu paléontologique comme une des plus célèbres formations du Jurassique supérieur. Elle a stoppé sa sédimentation vers 147 millions d'années avant une phase d'érosion, ce qui fait qu'elle ressort actuellement sur les flancs de montagnes. Elle est constituée de calcaire et de grès ainsi qu'un peu de siltite, ce qui témoigne d'une présence d'eau dans la formation. Supposément un lac et des rivières, mais également de l'uranium, ce qui en fait la plus grosse mine de ce minerai aux États-Unis. Ça ferait pas de fossiles nucléaires du coup? Si, c'est ce qu'on appelle des énergies fossiles, mon pote. Découverte en 1877 par Arthur Lakes dans le Colorado, qui la nomma en l'honneur de la ville de Morrison, où il est parti fouiller, elle jouera un rôle majeur dans l'histoire de la paléontologie, car elle a notamment été au cœur de la guerre des eaux. Mais qu'est-ce donc? C'est une histoire que je vous raconterai un jour. Une des carrières les plus importantes, celle de Cleveland Lloyd dans l'Utah, a été découverte vers fin 1800 avant d'être explorée en 1927 par l'équipe de Ince de l'université de l'Utah où il ramena 800 os. William Stokes continuera à explorer la carrière près de la ville de Cleveland et financé par Malcolm Lloyd, ce qui lui octroya son nom. La véritable exploitation de fossiles commencera en 1960 pour Stokes et se produit toujours par l'université et le Muséum d'histoire naturelle de l'Utah, avec actuellement au compteur plus de 12 000 os. Aujourd'hui, elle abrite le Jurassic National Monument et a obtenu un statut de protection hors recherche. C'est-à-dire qu'il est interdit d'y excaver des fossiles pour la vente ou la collection privée, donc sans accès à la recherche. L'environnement actuel de la formation est relativement désertique et dégagé, notamment dans les États principaux. So Colorado, Utah, Arizona, New Mexico or Kansas and Texas. Cependant, les 3/4 de la formation est recouverte de prairies, et donc de sédiments plus récents et éventuellement d'habitations. Les principaux sites de fouilles se trouvent donc dans des parties érodées et remises à la surface dans les montagnes ou les canyons par l'orogenèse des montagnes rocheuses. Paléontologiquement parlant, la formation est divisible en membres, des sous-unités, Qui sont des sédiments qui se sont déposés à différents moments. nous permettant de par leur contenu d'avoir une vague idée du coin il y a 155 millions d'années. Windy Hill est un environnement côtier et marin, peu profond, car pour rappel l'Amérique ressemblait à ça, et avec l'étendue de la formation, c'était sûr que ça allait finir par border la mer, en l'occurrence au nord du Colorado. Pour comparer à aujourd'hui, ce paysage du sud de la France me paraît convenable, bien que ça ne reste que supposition. Tidwell, qu'on pourrait comparer à la Camargue avec ce qui semblait être un estuaire, avec des petits marais, peut-être salants, aux alentours. Et c'est pourquoi on retrouve des poissons et d'autres animaux semi-aquatiques comme des crocodiles ou des tortues. On vous laisse regarder les noms. Saltwash, qui comprenait des plaines inondables qui s'hydrataient à la suite de fortes pluies, Quand il y en avait. Pas évident en zone aride. un peu comme dans le delta de l'Okavango en Afrique, l'herbe en moins. Et Brushy Bassin supportait un grand lac Qui était d'ailleurs salé. qui recevait des alluvions de ce qu'on appelle de la mudstone, de la boue calcaire. C'est là qu'on retrouve le site de Cleveland Lloyd et ce qui explique sa richesse fossilifère en tant que piège à prédateurs. Avec également énormément de poussière volcanique retrouvée. Avec ça, on a déjà de bonnes informations sur les alentours de la formation.
Au fil des représentations, la formation est représentée comme semi-désertique, genre comme une savane mais sans l'herbe, ou Morrison aujourd'hui, avec quelques forêts d'araucariacées par-ci par-là. Mais les forêts redwood de séquoia, du fait de leur apparition à cette époque, font également partie du paysage. Restons dans les plantes, tiens. Un climat aride, comme vous vous en doutez, n'est pas super propice à une flore luxuriante. Elle était plutôt composée d'herbacées, toujours pas de l'herbe à proprement parler, mais des trucs plus ou moins proches, voire des plantes complètement disparues. Cependant, on a retrouvé des traces de bois, comme dans l'unité de Saltwash dans l'Utah, qui était majoritairement du bois de conifères, donc un tronc déterré atteignant 11 mètres. L'espèce majoritaire est Araucariaxylon woody. Not on my video, especially in America. Back off, back off. Désolé. Mesurant 28 mètres minimum, et retrouvé à Tidwell et Medlin, un énième membre de la formation, c'étaient de grands arbres qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, ne ressemblaient pas aux Araucaria modernes, mais plutôt à des conifères classiques, vulgairement appelés des sapins. Au passage, les illustrations utilisées ici sont celles de Araucarioxylon arizonicum, et non woody. C'est simplement par manque d'image. Les deux espèces se ressemblent très fortement. Elles constituaient de grandes forêts, comparables aux fameuses Redwood Forest qu'on peut retrouver aux États-Unis, ce qui amène à supposer que, comme elles, la forêt d'Araucarioxylon était tapissée de beaucoup de fougères. Les murs aussi. Ce qui devait faire le bonheur de beaucoup d'herbivores. D'ailleurs cette photo prise du Redwood National Park en Californie, ici même où le deuxième épisode de Sur la Terre des dinosaures a été tourné. Ces arbres ont même permis d'estimer le climat du coin. T'es au courant que climat et météo n'ont strictement rien à voir. Yes. Et en particulier en plus, vu que c'est un climat chaud et constamment dénué de saison. Que ce soit les saisons qu'on a ici, ou les saisons tropicales, donc sèches ou humides. Du coup, il faisait chaud et sec toute l'année, un solide outback australien mais pas rouge et en Amérique. T'étais obligé pour celle-là. Yeah, that seems about right. La formation de Morrison peut être affiliée à la formation de Tendaguru en Tanzanie et de Lurina au Portugal, du fait de leur environnement similaire. Mais aussi car elles étaient relativement proches au Jurassique. Donc, pour résumer, la formation de Morrison, du moins ce qui en ressort, ressemblait à un environnement côtier et fluvial, bordé de grandes plaines arides ou semi-arides, des champs de prêles et de fougères, ainsi que des forêts de conifères, moyens ou immenses, notamment des forêts de type Redwood, d'Araucarioxylon, tapissées de fougères et relativement humides, contrastant avec le climat constamment désertique en dehors. Voilà, la formation de Morrison. Not bad. Mais il y a plus. No. Les principales fouilles de fossiles se sont déroulées dans l'Utah et le Colorado, et dans les années qui suivirent, ce sera donc le théâtre de la guerre des eaux. Au XIXe siècle, un paléontologue du nom de Ferdinand von Hayden déterrera et décrira un dinosaure à l'histoire fort intéressante et pleine de suspense. Préparez-vous, je vais parler de la faune. Je vais maintenant vous présenter la faune de Morrison, via un animal en particulier. Et c'était un choix difficile car beaucoup de dinosaures de Morrison sont géniaux. Mais j'ai pas eu à hésiter longtemps, car mon choix s'est arrêté sur... lui. Allosaurus est un genre de dinosaure théropode appartenant à la famille des Allosauridés. Avec ses 9 mètres de long On pense qu'il pouvait atteindre les 12 mètres. et 3 de haut, pour 2,3 tonnes environ, il était un des plus grands, si ce n'est le plus gros, prédateur de son écosystème. Enfin presque, mais on va y revenir. Ce genre contient 3 espèces actuellement. Allosaurus fragilis, l'espèce type, celle qui a été décrite en premier et qui est utilisée en tant que référence pour tous les spécimens futurs d'allosaures. Allosaurus europaeus et plus récemment Allosaurus jimatseni. Il en existe d'autres comme Allosaurus lucasi, Amplexus, Atrox, Maximus ou Tandagurensis, mais ils sont toujours en débat et nous ne sommes même pas sûrs s'il s'agit en réalité d'Allosaurus.
Mais ici, je vais me concentrer sur Allosaurus fragilis, de la formation donc de Morrison. Allosaurus vivait donc en Amérique du Nord, au Portugal et potentiellement en Tanzanie au Jurassique supérieur. Comme on vous l'a dit, ces trois continents, donc Europe, Afrique et Amérique, étaient bien plus proches. La population d'allosaures américains a pu potentiellement se retrouver isolée des autres et se sont spécifiés. C'est comme ça que ça marche l'évolution. Au fil du temps, notre ami le dinosaure a porté bien des casquettes. Poekilopleuron valens, Antrodemus sp, Screosaurus, Epantherias ou encore Labrosaurus, avant de finalement adopter le nom d'Allosaurus fragilis par Othniel C. Marsh, un des gars de la guerre des eaux, et figure importante de la paléontologie, en 1879. Le nom Allosaurus signifie reptile différent car la forme de son crâne différait de celle des autres dinosaures carnivores connus à l'époque, principalement des mégalosaures. C'est à Cleveland Lloyd, encore et toujours, dans l'Utah que la majorité des fossiles ont été découverts par la possible présence d'un piège à prédateurs. Comment ça marche, me direz-vous? C'est très simple. Une proie s'embourbe dans de la boue, ce qui est probable ici vu la nature calcaire du site. Celle-ci appelle à l'aide, ou meurt tout simplement, attirant les carnivores en quête d'un repas facile et gratuit, qui s'embourbent à leur tour. À la manière des puits de goudron de la Bréa, dont on vous parlera un jour. Vu la présence excessive d'Allosaurus, 67% des animaux retrouvés. l'allosaure est devenu le fossile officiel de l'état d'Utah. Et est l'un des théropodes avec le plus de fossiles découverts à l'heure actuelle, avec moins de 46 restes sur 74 animaux au total lui étant attribués. Après les années 90, les principales études sont portées sur sa morphologie, son mode de vie, ses techniques de chasse, et son expansion après la découverte portugaise d'Allosaurus europaeus, ainsi que l'attribution d'empreintes d'allosaures en Pologne en 2000. Et comment pourrais-je parler d'Allosaurus sans parler du plus complet à ce jour, Big Al. Howdy, howdy. Big Al, nom de fossile MOR 693, est le squelette d'Allosaurus le plus complet, connu et une véritable star. Il a été découvert dans le Wyoming, dans la carrière de Howe Ranch. et est exposé au musée d'université de l'État. Originellement, Allosaurus fragilis, il a été réidentifié en 2020 parmi la nouvelle espèce à Jimatseni. Les séquelles sur ses os, fractures, traces de morsures, griffures, pathologies et un tas d'autres trucs, un peu dégueux, ont permis de retracer son histoire. On a même retrouvé un Big Al 2, SMA0005, le plus complet de tout le genre Allosaurus. Et pour en apprendre plus, je vous conseille l'épisode spécial de Sur la Terre des dinosaures, la balade de Big Al par Impossible Pictures et la BBC. Mais ce qu'on en retient, c'est qu'il n'était pas complètement adulte et qu'il est mort comme un bleu après s'être cassé le pied. On a connu plus glorieux. Petite pensée à Arcane du musée de Belgique, un très beau spécimen là encore. À première vue, Allosaurus ne paye pas de mine et ressemble à n'importe quel carnivore lambda. Avec une posture classique, avec quelques subtilités quand même, qu'on a décelées. Comme un museau plus arrondi, une bonne vision binoculaire, un odorat assez sélectif, et des pattes arrière relativement courtes et robustes. Et pourtant, il a ses spécificités, notamment ses petites crêtes qui couraient du bout du museau jusqu'au-dessus de ses yeux. Elles servaient, comme la quasi-totalité des caractéristiques chez les animaux, à la reconnaissance entre individus, avec des formes et des motifs colorés uniques pour chaque, ainsi qu'à la parade amoureuse. Certains ont même émis l'hypothèse qu'elle lui servait pour avoir de l'ombre près de ses yeux à la manière d'une casquette, l'aidant à chasser le soleil. Mais on ne peut pas vraiment le prouver, pour des raisons évidentes. Ils ont aussi des bras. Whoa! Oui, bon ok, mais plutôt bien développés, munis de griffes et capables de préhension. Ce qui lui permettait de les utiliser pour la chasse. Je tiens à souligner que les jeunes Allosaurus avaient des pattes plus longues que celles de leurs parents, ce qui signifie qu'ils étaient plus rapides. Les proies des adultes étant très lentes, les jambes des allos adultes n'ont pas tant grandi et se sont solidifiées en grandissant. En parlant de chasse, la technique d'Allosaurus est toujours un mystère. Sa bouche étant moins puissante que celle de carnivores plus récents comme les tyrannosauridés, mais ses bras ont été retrouvés avec des entailles d'origine disputée entre celles d'une proie ou d'un congénère. Parmi les hypothèses évoquées, on retrouve celle du saignement,
Ça va saigner. L'allosaure entaillait le cou de ses victimes avec ses griffes ou en les maintenant avec ses bras afin qu'il positionne sa bouche à des endroits stratégiques comme les conduits respiratoires ou la carotide, laissant la proie se vider de son sang. Pour les grands dinosaures, ils pouvaient éventuellement pratiquer le broutage de chair, c'est-à-dire littéralement piquer des bouts de viande sur l'animal encore vivant après l'avoir affaibli. Mais la théorie la plus controversée est la chasse en meute. Un allosaure adulte pouvait parfaitement abattre un jeune sauropode, mais des adultes s'avéraient largement plus compliqués. L'idée est qu'ils s'y mettaient à plusieurs pour le faire tomber. Alors, les comportements intraspécifiques chez les dinosaures sont purement spéculatifs. Déjà, les allosaures se battaient forcément entre eux, pour la nourriture ou les partenaires, car on a retrouvé des marques de morsures sur les mâchoires et les bras de certains individus, ainsi que des dents plantées dans les squelettes. Des trouvailles par Baker, qu'il a interprété comme une preuve de parentalité, au vu du nombre d'individus juvéniles, ont même été détournés en champ de bataille énorme et arène de sang entre Allosaurus, massacrant les jeunes. De plus, certains disent la coop impossible, car à l'époque, les dinosaures étaient considérés comme de gros lézards, et les lézards ne coopèrent pas. Ce qu'on sait aujourd'hui en partie faux. Avec la comparaison aux oiseaux, ça marche tout de suite mieux. Les allosaures utilisaient sûrement la stratégie du mobbing, utilisée par les rapaces, et surtout les super prédateurs actuels, à savoir séparer un individu du troupeau, le harceler et l'épuiser à mort, avec éventuellement des prises de catch pour le mettre à terre. Enfin, rappelons que la carrière de Cleveland Lloyd était un piège à prédateurs, notamment Allosaurus, qui, à la bonne ouïe, Pour entendre les proies crier. et que seuls les prédateurs sociaux actuels, ou disparus d'ailleurs, ne s'intéressent aux proies en détresse. L'Allosaurus était certes le prédateur dit Apex de Morrison, mais il n'était tout de même pas tout seul. Il côtoyait notamment le Ceratosaurus, un carnivore plus petit et muni de 3 excroissances sur le crâne, L'Allosaurus est d'ailleurs en partie responsable de sa disparition, car il crée de la compétition sur les proies déjà rares de Ceratosaurus, qui ne l'a pas supporté. Ornitholestes, un petit carnivore rapide semblable aux droméosauridés, Il représentait cependant un danger pour les nids des allosaures, dévorant les œufs et les petits. ou encore le Torvosaure, avec un très long crâne, 1,15 m de long. qui était plus le chef en Europe qu'en Amérique. Le Cerato régnait quant à lui sur l'Afrique. Ça nous fait une belle triade qui ne se faisait pas tellement concurrence, car ne chassant pas sur le même type de terrain. Allosaurus préférait les grandes plaines, Ceratosaure les endroits un peu plus exigus comme les forêts ou les canyons, et Torvosaure traînait plus du côté des plans d'eau. Le seul concurrent sérieux n'est autre que son propre cousin, Saurophaganax maximus, un genre d'allosauridé très proche. Tellement proche qu'on se demande toujours si c'est bien un genre à part entière ou bien une espèce d'allosaurie. D'un côté, il possède des différences notables avec Allo, notamment la taille passant de 9 à 12 mètres, que de légers changements entre les mains. Mais de l'autre, la morphologie globale reste sensiblement la même. Le peu de reste du côté de Saurophaganax n'aide pas en sa faveur. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est quelques vertèbres et un arrière de crâne. Le mystère reste entier. Pour les herbivores, les jeunes Allosaurus devaient se rabattre sur des dinosaures relativement inoffensifs, comme le Dryosaure, un petit ornithopode vivant à peu près comme une gazelle, ou le Camptosaurus, plus gros et plus lent, pour s'entraîner à la chasse. Les adultes visaient les grands dinosaures, comme le Stegosaurus, très important pour connaître l'histoire de notre prédateur. On a retrouvé chez les deux animaux des traces de combat, morsures sur l'un et pointes du tagomiseur, parfois à des endroits incongrus, sur l'autre. Cela témoigne que le stégosaure était donc une proie courante de l'allosaure, et que des combats ont déjà eu lieu, et au vu du nombre de squelettes des deux espèces retrouvées, il est fort probable qu'ils soient fréquents, ce qui a naturellement donné la forte rivalité entre ces deux-là dans la culture populaire. À la manière de Tyrannosaure versus Triceratops et Vélociraptor contre Protoceratops. Notre prédateur devait éviter la queue pointue du stégosaure pour mordre ses flancs, car son dos et son cou possèdent trop de plaques. Mais l'Allosaurus s'est fait connaître pour la chasse des sauropodes,
Et clairement, c'est pas à Morrison que ça manque. C'est simple. Durant les recherches, on a retrouvé 18 genres différents de sauropodes. De toutes les formes, de toutes les tailles, sûrement de toutes les couleurs, mais surtout immenses. La totalité, mis à part 3 ou 4, des sauropodes connus du public ont été retrouvés là-bas. Allez, petite info. Voici des sauropodes bien connus. Eh ben, seulement ces 4-là ne sont pas de Morrison. Les autres, oui. Au Jurassic Sup, il y avait 2 grands groupes. Les Diplodocidés, Diplodocus, Brontosaurus, Barosaurus, Supersaurus ou encore Apatosaurus, spécialisés dans la longueur et les plantes basses. Et les Macronaria, prenant de la hauteur, comme Camarasaurus ou Brachiosaurus. Tout seul, mais pour le plus gros prédateur au monde de l'époque, il y avait plus de chances de se faire tabasser en bonne et due forme. Allosaurus devait donc s'y mettre à plusieurs afin de leur expliquer qui c'est le prédateur. On rappelle la stratégie, isoler un jeune ou un faible, le bouffer encore vivant, le faire saigner à fond, et puis avant d'avoir à bouffer pour plusieurs jours. Pour vite fait parler des plus petits animaux, on a retrouvé des ptérosaures, des tortues, énormément de mammifères, Liste non exhaustive. des lézards, des serpents, Des crocodiliens coureurs appelés pseudosuchiens. des amphibiens ou des poissons. Le règne d'Allosaurus prendra fin il y a 150 millions d'années, officiellement, pour des raisons encore inconnues, sûrement dues à un changement d'habitat et la disparition de ses proies, ainsi que l'apparition de nouveaux carnivores sur le continent, créant une concurrence qu'il n'a pas pu supporter. Alors, quand je parlerai d'animaux, je parlerai également de leur intégration dans la culture populaire, parce que la culture pop, c'est cool. Allosaurus est justement un des dinosaures les plus connus, et donc les plus représentés. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, Allosaurus apparaît dans le documentaire sur la Terre des dinosaures, et précisément dans l'épisode 2, Un monde de géants, consacré au Jurassique supérieur de la formation de Morrison, où il est l'antagoniste principal, ainsi que l'épisode hors-série et la balade de Big Al, racontant son histoire grâce aux blessures de son squelette. Cette série se fait un peu vieille, Attention aux incohérences du coup. mais c'est un incontournable dans le milieu, donc foncez la voir. Un autre docu dans lequel il apparaît est Le Royaume de dinosaures, aussi un conte préhistorique, où l'épisode 2 raconte la vie d'un Allosaurus à la mâchoire cassée, se passant ici à l'Orina. En plus d'apparaître dans des films d'aventure, il est présenté comme un méchant dans le 6e film du petit dinosaure, qui d'ailleurs ne ressemble à rien d'un allosaure, Allosaurus had never seen such bullshit before. dans Fantasia de Disney, oui, là, Allosaurus have seen enough bullshit. ça date de 1940. Mais ça explique tout. Voici d'ailleurs une version moderne de la scène. Dans Dinosaur King, élément vent, Un peu dommage si tu veux mon avis. avec des couleurs que je trouve relatives, en compagnie du Saurophaganax, élément feu. Il se montre également dans le Dino Train, avec des couleurs épileptiques, dans les bouquins du Monde Perdu de Arthur Conan Doyle, et ses adaptations au cinéma, dans Jurassic Fight Club, série épouvantable avec son épisode dédié à lui, et fait partie de l'élite car il apparaît dans la saga du film Jurassic Park à partir du 2e Jurassic World, où on peut voir des jeunes, ou dans le court-métrage Bataille avec Big Rock, où on peut voir un adulte. D'ailleurs, ce court-métrage a grandement glorifié Allosaurus dans la saga, en lui faisant une ontogénie particulière, c'est-à-dire des différences selon l'âge, un dimorphisme sexuel, et a secoué toute la saga en lui donnant des mains dans le bon sens, contrairement à la majorité des dinosaures, avec des mains en mode zombie, initiées justement par Jurassic Park premier du nom. Ainsi que sur les chaînes de Carcan aussi fait impossible vidéo. La promo des potes c'est fait. On peut continuer. Et voilà une partie que j'aime bien, les jeux vidéo. Là où il n'est apparu que très tard dans les films, il était déjà présent dans les jeux Jurassic Park et World, comme Opération Genesis, Feu Jurassic Park Builder, Jurassic World le jeu, The astronomical amount of bullshit that Allosaurus have seen here has thrown him into a blind rage. Jurassic World Evolution 1 et 2, en version du film, ou encore Jurassic World Alive, en 2 versions. Gen 1 qui n'a aucun sens dans le lore, et Gen 2 d'après Battle at Big Rock. Il apparaît aussi dans Dino Crisis,
où il est légèrement plus dangereux que les autres carnivores. Les jeux Fossil Fighter, type neutre et sol. Combat de dinosaures géants. Ark Survival Evolved, le fameux, en version que j'aime plutôt bien. J'adore son cri. Assez réaliste et possédant d'ailleurs un système de meute boostant les stats du groupe et infligeant du saignement par le chef. On le trouve aussi futurement dans Paleo Pines, dans The Isle et Pass of Titan avec des représentations magnifiques. Énormément de jeux sur Roblox, dont ceux-ci. Et enfin Prehistoric Kingdom, déjà dans la démo, et plus tard dans l'Early Access du jeu, et séparé en 3 skins de différentes espèces, Allosaurus fragilis, Allosaurus europaeus et Saurophaganax maximus. Je pourrais vous parler des heures de ce jeu, j'en ferai sûrement une vidéo d'ailleurs, mais bon, va falloir attendre pour ça les enfants. Personnellement, je représente Allosaurus comme ceci, avec des couleurs variables, majoritairement celles de The Isle, Prehistoric Kingdom, celle-ci, prise de Wikipédia, ou encore les couleurs de celles de Impossible Pictures. En gros, un Allosaurus dans les tons beige, brun, ou de couleur pâle, tacheté ou rayé de marron, avec des crêtes de couleurs dans les tons chauds, comme rouge ou orange, bien qu'il y ait des exceptions comme celui de The Isle avec ses crêtes bleues, ou celui de Prehistoric Kingdom en démo. Voilà, cette vidéo sur la formation de Morrison et Allosaurus est terminée, et la vache, j'ai beaucoup trop parlé d'Allosaurus. À croire que c'est le sujet principal de la vidéo. Mais bon, c'est ce qui fait cliquer. Ouais, t'as raison. Si elle vous a plu, montrez-le moi, et si j'ai dit des bêtises, montrez-le moi aussi. N'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire. Envoie-moi les messages! Ne vous en faites pas pour les autres dinosaures de la formation, je parlerai d'eux dans des vidéos à part. Voici mes sources principales et les articles d'approfondissement sont en description. Et pour la prochaine vidéo de la série, on s'attardera sur une formation cénozoïque de l'Oligocène. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.